Alors moi je pense que c'est important de parler des questions de genre parce que je me sens mise à part de mon métier. J'ai envie de cultiver la terre en fait. J'ai envie aussi d'être au plus près du vivant en fait. J'ai envie de la connaître et de la travailler. Et en fait, j'aurais pas le droit. Pourquoi ? Parce que ça se fait avec des machines qui sont trop grandes pour moi, qui sont inaccessibles et qu'on n'a jamais appris nulle part à l'école. Et du coup, j'ai envie qu'on parle de tout ça parce que moi, ça m'empêche et je pense que ça empêche beaucoup d'autres femmes de faire le métier qu'elles ont envie de faire. Aujourd'hui, l'agriculture reste largement structurée autour d'un modèle viriliste, hérité d'une longue tradition patriarcale. Un modèle où l'image dominante de l'agriculteur est encore celle d'un homme fort, propriétaire de ses terres, maître des machines et de son exploitation. Pourtant, les femmes représentent près d'un tiers des actifs agricoles. Mais sur le terrain comme dans les chiffres, les inégalités restent fortes. Près de la moitié des agriculteurs et agricultrices partiront à la retraite d'ici 2030. Alors, qui prendra le relais ? Et comment permettre aux femmes de s'y projeter pleinement ? Dans ce nouvel épisode de Sortir du ring, je vous propose d'aller à la rencontre, dans la vallée de la Drôme, de celles qui cultivent, élèvent, militent et imaginent d'autres façons de produire et de s'organiser. Parmi les premiers constats, l'importance des espaces en non-mixité, entre femmes, pour permettre la libération de la parole et le partage d'expériences. C'est ce que propose notamment le réseau CIVAM, Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, à travers l'animation de groupes de femmes du monde rural. Ça va et toi ? Mais je peux peut-être parler un petit peu de cette action-là. Donc c'est avec le CIVAM de la Drôme. Donc au sein du réseau CIVAM, ça fait plusieurs dizaines d'années que la question du genre en milieu rural, elle est travaillée, elle est abordée, et notamment des groupes en mixité choisie qui sont animés. Il y a eu un groupe il y a quelques années, et là, ça fait plus d'un an qu'il y a un groupe qui a été formé autour de Chabeuil. Et donc à l'occasion du 8 mars, ce groupe avait envie de faire une action symbolique de plantation d'arbres, de plantes potagères. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Je sais pas s'il y en a une qui a envie de prendre la parole pour dire qu'est-ce que ça vous apporte peut-être ces groupes, ou qu'est-ce que vous avez envie de dire ou de partager aujourd'hui. Non, mais ça nous permet déjà de partager nos ressentis, des situations, de dédramatiser des choses aussi. Et puis on s'est retrouvés aussi pour faire des formations qui sont plutôt souvent axées aux hommes, la mécanisation, tout ça, où c'est vrai que c'est pas forcément des formations où on se dirige, voilà, et là, que ce soit que entre femmes, ça permet d'ouvrir, de discuter, d'avoir moins de barrières, et voilà, ça nous permet, enfin voilà, c'est plus, moi je le ressens comme ça, je sais pas après. Ce qui est intéressant du coup, c'est qu'à la première rencontre, on a croisé une dame qui avait 60 ans, qui nous avait dit qu'il y avait eu un groupe de femmes qui avait été monté dans les années 70, qui perturbe encore, où elles se rassemblent. Perturbe. Ça dérange. Et du coup, concrètement, ce qu'on avait imaginé, c'était d'aller planter tout ce qui peut être fruitier, plutôt dans le cercle du milieu. En fait, au milieu du terrain, on a essayé de tracer un cercle avec déjà des fruitiers plantés d'ailleurs. Alors, vous plantez quoi ici ? Là, c'est poirier. C'est ça ? Oui. Ils en rigolent un peu, tu vois. Genre, on a eu des réflexions dans notre groupe. Oui, on nous dit, mais du coup, vous parlez de nous, vous parlez de cul, vous parlez. Enfin, tu vois, c'est presque un peu blessant, tu vois, d'entendre des fois. Ouais. C'est en rigolant, mais en fait, c'est. Ah, ça les titille. Ah, moi, je trouve ça les titille. Moi, là, ce soir, c'était. Ah ouais, c'est ta soirée meuf et tout. Alors, vous allez vous la coller, vous allez faire vous allez. Enfin, tu vois, il y a quand même un petit peu de jalousie en même temps. C'est pas du tout un mec macho, c'est pas du tout quelqu'un. Mais rien que. Il a l'impression de ne pas être concerné en fait par ce sujet. Il a tellement l'impression qu'autour de lui, c'est pas un sujet, que du coup, le fait que moi je participe à un groupe et tout, ça remet en question un peu des choses. Que c'est pas ma place en fait, que oui, il y a des femmes battues, que oui, il y a. Voilà, et que du coup, moi j'ai pas à me plaindre quoi. Et oui, moi, grâce à ce groupe,
tu te re-questionnes, des fois tu te repasses des scènes que tu as vécues en te disant en fait non, c'était pas normal, tu vois ça. Ouais, et des trucs qui sur le coup t'ont paru complètement normaux. Typiquement, tu vois, pendant les vendanges en général, mon compagnon il est plutôt à la réception des caisses, tu vois, sur le pick-up ou en train d'attendre les raisins. Et moi je suis plutôt dans les vignes en train de couper le raisin avec l'équipe. Et sur une des dernières parcelles, je lui dis ah putain là on s'est fait défoncer par les sangliers et tout. Et c'est lui qui met les clôtures pour les sangliers. Et il me dit non je pense pas que ce soit les sangliers, c'est pas les sangliers, c'est les oiseaux et tout. Je dis bah non, je pense vraiment que c'est les sangliers, il y a de la terre sur les raisins, c'est mangé par le bas, enfin tu vois, c'est pas du tout la même chose que les oiseaux, ils picorent un peu, c'est plutôt par le haut en général, c'est à différents endroits. Moi pour le coup, je suis une fille de vigneron, ça fait 40 ans que je gravite autour de ce métier. J'ai fait des études dans le vin, j'ai un bac plus 5 en œnologie. Lui, alors bien sûr, il a appris plein de trucs, mais il a appris sur le tas avec moi depuis une petite dizaine d'années. Bon, déjà, voilà, c'est pénible qu'on remette toujours en doute ta parole. Et là, il me dit, non, mais il y a Marc. Donc, c'était un autre vigneron qui venait nous aider pour les vendanges, mais qui venait de débarquer dans la région, en fait, qui n'est pas du tout du coin, qui ne connaît pas. Il dit, non, mais Marc, il a regardé. Non, il dit que c'est des oiseaux, c'est pas les sangliers et tout. Tu peux lui demander. Hein. Enfin, sur le coup, je me suis dit, bon, bah, peut-être. Et après, le soir, ça m'a trotté. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi Marc qui débarque, qui est vigneron depuis moins longtemps que moi et qui en plus n'a jamais travaillé dans le coin, ne connaît pas, enfin tu vois, et c'est l'histoire un peu du savoir qu'on disait tout à l'heure. En fait, je sais pas pourquoi le savoir masculin, il est toujours plus fort et plus puissant que la parole de par exemple, typiquement ce groupe, il permet aussi ça, en fait, de se rendre compte de certains trucs qui, parce qu'on est élevé quand même dans un patriarcat ambiant, tu vois, c'est le quotidien en fait, tout ça. Et finalement, des fois, tu te rends pas compte des choses. Je m'appelle Inès de Rancourt. J'étais paysanne chevrière. Je faisais de l'élevage de chèvres pour faire du fromage de chèvre et de la viande de chèvre. On avait aussi des hébergements accueil paysans. Je suis référente au niveau national sur le genre dans le milieu agricole. Et je suis aussi dans le conseil d'administration du CIVAM Drôme et du réseau national CIVAM. J'ai été conjointe collaboratrice pendant 10 ans. Dès le départ, quand on s'est installé, en fait, on avait décidé de pouvoir être autonome chacun sur toutes les tâches. Mais de fait, moi, je ne conduisais pas le tracteur, donc c'est plutôt lui qui s'est occupé des cultures. Mais après, sur tout le quotidien de la ferme, on va dire, on était tous les deux présents. Sauf que maintenant, je me rends compte qu'il y a des choses que je ne faisais pas, comme poser des barrières, des clôtures, des choses comme ça. Moi, je faisais beaucoup la garde des chèvres à la fin. C'était très genré, puisque moi, je m'occupais des papiers, en gros, et de la commercialisation. Et puis, je m'occupais aussi pas mal du soin aux chèvres, et lui, plutôt de tout ce qui était dans les champs et du tracteur. Et puis, de tout ce qui était nourriture aussi. C'était lui qui calculait aussi les rations qu'on donnait aux chèvres. Cette participation genrée des tâches, elle s'est faite naturellement. Pas forcément parce que moi, il y avait des choses que j'aimais faire plus que lui. C'est simplement que le temps nous a manqué pour poser ça sur table et pour en discuter ensemble et de vraiment déterminer ce que chacun voulait faire et vraiment la politique de notre ferme. Au-delà du fait que ce soit genré ou pas, en fait, au début, quand moi j'étais simple conjointe collaboratrice, c'est plutôt lui qui prenait les décisions, même si on discutait quand même ensemble. Et une fois que je suis rentrée dans le GAEC, j'ai insisté pour monter le GAEC, pour avoir une place à égalité avec lui. Ça a commencé à devenir difficile parce qu'on rentrait dans les sujets de fond et lui, il n'avait pas le temps. De savoir vraiment quelle ligne on donne à notre ferme. Est-ce qu'on va plus vers quelque chose de commercialisable et qui rapporte de l'argent, ou plutôt quelque chose d'éthique par rapport à ces urgences climatiques, comment on décide de faire? Est-ce qu'on décide de nourrir à fond les chèvres pour qu'elles produisent beaucoup de lait, qu'on fasse beaucoup de fromage et qu'on gagne beaucoup d'argent? Ou est-ce qu'on se dit, ce mois-ci, on fera moins de fromage, mais elles vont manger moins de foin qui pourrait provenir d'ailleurs, et on va plus les garder, faire de l'architecture du paysage grâce à elles, ou de la protection contre les incendies. Mais ça voulait dire qu'après, elles produisaient moins de lait, donc moins de fromage. Donc il fallait trouver d'autres revenus peut-être, ou se satisfaire des revenus qu'on pouvait tirer de la ferme.
Moi, je pense que lui avait une logique plus productiviste et moi bien plus paysanne, mais que dans la réalité des choses, ça pouvait s'entendre, parce qu'il faut bien payer les factures à la fin du mois. Moi, je trouve qu'il y a quand même 2 générations dans l'agriculture. Sixtine Priou, en charge des questions de genre en milieu rural, pour la Fédération nationale du réseau CIVAM. Il y a l'agriculture traditionnelle de couple, où le chef d'exploitation c'était monsieur et madame, et y est venu parce que à un moment il fallait qu'il y ait 2 personnes sur la ferme en termes de quantité de travail, mais pas le revenu pour, et donc madame est restée conjointe collaboratrice, qui n'est pas un statut où il y a une reconnaissance totale en tant que chef d'exploitation. Et donc, clairement, il n'y a pas ni la reconnaissance juridique, ni la reconnaissance sociale qui va avec. Et là, celle qui s'installe aujourd'hui, on est plutôt sur soit des installations seules, soit des installations en couple, mais avec un projet de couple, et donc une discussion au sein du couple sur s'il n'y a pas la capacité à avoir chacun le statut de chef d'exploitation dès le démarrage, qui le prend pour des raisons pratique, économique, sociale, c'est l'un ou c'est l'autre, mais au moins il y a la discussion, quoi. C'est pas de fait monsieur. Et souvent, malheureusement, on revoit le phénomène que majoritairement ce sont les hommes qui prennent le statut en premier, parce que souvent il y a la volonté d'avoir des enfants, et donc pour être plus avec les enfants, paf, elle se retrouve sans statut, donc c'est plus facile pour elle de s'occuper des enfants, donc elle se retrouve sur la gestion des tâches et du foyer, et donc on est dans une espèce de cercle infernal, ou même sur des modèles qui se disent alternatifs, et où justement il y a une réflexion au niveau du couple sur qui a un statut, et on se retrouve parfois sur des situations où elles n'ont pas de statut au bout de pas mal d'années, elles sont cantonnées à tout ce qui va être charge du foyer, parce que lui, en attendant, il est monté en compétences à fond sur le côté agricole, et que le jour où elle revient parce que l'enfant est scolarisé, c'est beaucoup plus simple que lui continue à gérer la ferme. Il est beaucoup plus efficace déjà, et en fait, elle n'en a pas les compétences, elle n'a pas pu développer, et donc elle reste à ce côté, je vais gérer famille, tâches ménagères, tout en même temps, et donc elle fait ce qu'on appelle les journées multitâches des femmes en agriculture. Une journée pour moi à la ferme, c'était déjà, moi j'étais levée vers 5h du matin. Donc moi j'étais sur le pont très très tôt le matin. Ensuite je descendais faire la traite et m'occuper de la fromagerie. Et entre-temps ou après, je remontais m'occuper des filles pour qu'elles prennent leur petit déjeuner et des clients du gîte. Et ensuite, je pouvais faire un peu de paperasse ou alors garder les chèvres pendant minimum 3 heures. Revenir, m'occuper du repas de midi, repartir sur des tâches administratives, un peu de repos quand même au milieu de tout ça. Et puis le soir, j'attendais que mes enfants rentrent de l'école pour pouvoir être à leur côté si c'était nécessaire. Et ensuite, je repassais 1 heure devant les fourneaux pour que chacun mange à sa faim. Et cette question de l'alimentation, elle était très importante pour moi, parce que c'était pour moi la base de toute la santé familiale. Donc je prenais beaucoup de temps pour ça. Je pense que je passais au moins 3 heures par jour à cuisiner. Donc ça, c'était quand même une énorme tâche, et lui ne cuisinait absolument pas. Lui, il prenait moins en compte mon état de santé. Enfin, il prenait pas en compte mon état de santé, alors que moi, je faisais très attention à l'état de santé de tout le monde, quoi. Le fameux care que les femmes ont comme charge sur leurs épaules. Évidemment, je me suis occupée du travail domestique à la maison. C'était moi qui faisais la grosse majorité, même s'il essayait de participer quand il était là. C'est moi qui me suis occupée des enfants, c'est moi qui me suis occupée des aspects médicaux de toute la famille, même de sa mère. Et c'est moi qui me suis occupée de toute la paperasse, des impôts, de payer les factures. Et ça, c'est une grossière erreur, en fait. Parce que moi, je me suis assez rapidement rendu compte que si lui n'était pas sur la ferme, moi, j'avais beaucoup de facilité à le remplacer. Tandis que moi, mon travail à moi, qui était invisible, il n'est pas si simple que ça à reprendre. Et puis aujourd'hui, je peux dire que si la ferme, elle a résisté si longtemps, c'est parce que je n'avais pas un statut complètement équitable et complètement valable. Moi, je ne coûtais pas grand-chose à la ferme, puisqu'il n'y avait pas besoin de cotiser pour moi, ou très peu par rapport à ce que j'aurais dû.
Donc du coup, ça permettait d'avoir une affaire qui était florissante. Bon, florissante, je vais peut-être un peu loin là, mais en tout cas, une affaire qui fonctionne. Circuler dans le filtre. Donc on pourrait se dire on a le bon niveau, mais en fait une fois que ça a circulé dans le moteur et que ça remplit le filtre, on a perdu un demi-litre. Ouais. Donc là il faut qu'on fasse tourner le tracteur. Et après on attend que ça baisse. Voilà, et ce qu'on va faire par contre là, c'est qu'on va se débrouiller pour soit le reculer, le mettre plus à plat. Je referme le coup. Ouais. Donc pour prendre le niveau, faut qu'on... On est à Saint-Péret dans une ferme vigneronne. Et moi, je m'appelle Séverine et je suis l'animatrice de l'atelier qu'on fait aujourd'hui avec les CIVAM Drôme et qui est de la mécanique tracteur en mixité choisie. Et du coup, on apprend à comprendre le fonctionnement du moteur, l'entretenir et utiliser un peu le tracteur. C'est important pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ça permet de se retrouver entre personnes qui, dans la vie courante, subissent plein de petites injonctions, plein de petits empêchements en fait, intériorisés qui retiennent en fait, d'utiliser du matériel technique. Et du coup, c'est important de se retrouver entre personnes qui subissent ça, parce que ne serait-ce que pour échanger entre ça, de se dire « Ah d'accord, c'est pas un problème personnel en fait, c'est quelque chose qui est un peu plus grand que nous et qui vient un petit peu nous empêcher de faire des choses ». Et aussi c'est important parce que justement dans ce type de situation, on se permet de poser des questions qu'on d'habitude on pense idiotes, on se permet de prendre des outils à un moment où d'habitude il y a d'autres personnes qui vont se jeter un peu sur les outils et nous empêcher d'avoir le temps de le faire. J'aime bien le fait qu'il y ait cette prise de conscience de « Ah bon, mais toi aussi, c'est comme ça que tu réagis ou c'est ça que tu subis. Ah d'accord, ça ne vient pas de moi, alors c'est pas parce que je n'ai pas assez confiance, c'est pas parce que je suis nulle, c'est pas parce que... Voilà, c'est un truc qu'on subit tout ensemble. Et ça, à chaque fois, ça me fait plaisir qu'il y ait des prises de conscience là-dessus. Mais on aurait pu faire avec des trucs pour graduer, parce que du coup, je pense qu'il y a des tronçons ici. Du coup, on aurait pu mettre sur un vrai gradueur de... On aurait pu faire... Comme pour refaire un mélange de temps. Mais on sait jamais. Moi aussi, j'aurais très une machine. On va le laisser un peu reposer, puis on fera le niveau tout à l'heure. Et là, ça suffit à faire le mouvement pour l'huile. Ouais, ça... Moi, c'est Camille. Mon métier, c'est ouvrière viticole et je suis employée à l'année. Moi, je travaille avec des rallonges parce qu'il y a plein d'outils qui sont pas adéquats à ma force physique. Même dans les outils qu'on utilise ou là, dans la cave où je travaille, moi, je fais 1,50 m, tout est un peu trop haut. Tout est à 10 cm trop haut pour moi. Je pense juste que les outils sont mal foutus, surtout. Et que peu importe la force qu'on a, en tout cas, il faudrait que tous les outils puissent être maniés par n'importe quelle personne. Là, je suis actuellement du coup dans une formation de tracteur, donc pour apprendre à comment ça marche un moteur 4 temps et la conduite de tracteur. C'est confortable en fait, on n'a pas de rapport de force, on s'entraide, on s'explique sans jugement. Et c'est trop beau, mais ça devrait être comme ça tout le temps. Le tracteur, c'est un peu comme la tronçonneuse. C'est quelque chose qui est transmis aux petits garçons, mais pas aux petites filles. Tout à l'heure, le tour de table qu'il y avait dans cette formation tracteur, c'était que des personnes de 30 ans et plus qui sont déjà installées ou sont filles d'agriculteurs et qui n'ont jamais eu accès au tracteur, alors que c'est pas le cas pour les gars. Moi, j'ai la chance et mon patron valorise ça, donc c'est sur mon temps de travail et c'est pas moi qui me paye cette formation-là de ma poche, mais il y a peut-être d'autres personnes pour qui ce sera moins évident d'avoir accès à ça. Dans ces groupes non mixtes, il y a eu pas mal mis le point sur le fait que c'est un milieu, le milieu agricole, avec beaucoup de stéréotypes sur le genre, et qu'en fait, ces stéréotypes étaient véhiculés par l'enseignement agricole au niveau des formations initiales comme des formations continues. Et donc, on a eu une volonté de la part du réseau de travailler auprès de l'enseignement agricole à la sensibilisation, de dire en fait que même quand on est en seconde, première, terminale, orientation agricole, c'est à ce moment-là que les stéréotypes se créent et qu'il fallait faire bouger les choses. Et donc, on a des groupes, on a des femmes qui interviennent de nos réseaux, qui interviennent dans des lycées agricoles pour expliquer ce que c'est qu'être une agricultrice aujourd'hui.
quels sont les stéréotypes, comment se fait la répartition des tâches, enfin mettre le point sur plein de choses que ces élèves ont souvent vécu à la maison parce que c'est souvent des filles et des fils d'eux. Et en fait, mettre le point justement sur tous ces stéréotypes de genre et ces inégalités persistantes et comment on fait bouger ça, quoi. Parce qu'on a quand même sur une génération qui est vraiment dans l'idée de dire non mais tout ça c'est fini, on est sur une égalité totale des genres. Et en fait, en milieu rural et encore plus en milieu agricole, pas du tout. Et donc, comment on fait prendre conscience de ça, quoi. Et ça, c'est un gros boulot des paysannes sur le terrain, quoi. Je m'appelle Joanne, j'ai 28 ans et je travaille au GAEC, les Jardins des Buis, qui est la partie maraîchère, arboriculture de la ferme des Buis, à La Roche-sur-Grane, à côté de Cré. En tant qu'associé, on est 4 gars, ouais. Je dirais qu'on essaye d'être alerte et de ne pas reproduire, de ne pas renforcer la division genrée du travail qu'on observe dans l'ensemble de la société. Mais parfois, y a des biais, on ne s'en rend pas compte. Parfois, on a besoin d'aller un peu vite et du coup, on dispatche les tâches en fonction de l'expérience et du gabarit des gens. Et parfois, même si on a le temps, même si on demande, il y a aussi des gens qui incarnent tellement cette division-là qu'elles ne se posent pas la question d'essayer un nouveau truc qui leur semble risqué. Mais moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire quand on a le temps, de proposer une activité, que la personne me dit « Ah, j'ai jamais fait, je sais pas trop, la débroussailleuse et tout ». Et de lui dire « Tu vois, c'est pas sorcier, enfin juste, je vais te montrer ». Et pour ce que nous, on fait ici, ça fait vraiment pas de différence, la question du genre, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde peut passer à la débroussailleuse, quoi. C'est vraiment juste... Ouais, c'est des choses qu'on a internalisées ou pas, quoi. Je me suis rendu compte que moi, en débarquant, en étant vraiment à plein temps en tant que futur associé, puis associé dans une ferme maraîchère depuis seulement 2 ans, même si j'ai fait un peu de salariat avant, quoi, je me rends compte que très rapidement, j'ai pu prendre en charge, j'ai pu essayer, j'ai pu avoir confiance en moi pour des tâches très variées auxquelles j'avais pas du tout été habitué, là de devoir disquer des grosses pièces de métal, devoir faire de la plomberie, devoir faire de l'électricité, devoir conduire le tracteur, devoir conduire le gros camion, faire des manœuvres, décharger le marché, recharger le marché, toutes ces choses très physiques auxquelles des personnes qui auraient pu faire des métiers avec des apprentissages dès l'adolescence plus pratiques. Moi, je l'avais pas, mais j'avais la confiance en moi pour l'acquérir, quoi. Je me posais jamais la question, je me disais jamais face à une nouvelle tâche, je vais pas y arriver, quoi. Ouais, je pense qu'il y a une grosse différence entre les mecs et les meufs sur la légitimité par rapport à le droit à l'erreur, quoi. Moi, j'ai pas peur de commencer n'importe quelle tâche pour la première fois en me disant que c'est pas grave, je vais me tromper, je vais apprendre et je vais pas être jugé pour ça, quoi. Et du coup, dans ce métier très très varié, sans doute que je suis privilégié par rapport à cette confiance en moi que j'ai. Je pense que tous les petits garçons, et les jeunes hommes et les hommes, on est vachement encouragés à faire ce qu'on souhaite. En fait, on a peu de freins, quoi. Il y a peu d'activités, on nous dit c'est pas pour toi. C'est difficile, je peux comprendre que c'est difficile quand on a eu un système de pensée pendant des décennies, quand en plus ça demande de lâcher du pouvoir, de lâcher des privilèges, parce que c'est ça en fait, lâcher le tracteur, la débroussailleuse et tout, c'est comme on est dans un monde où on utilise ces machines-là pour gagner en efficacité, en rapidité, pour déplacer des charges, etc. C'est des machines qui nous donnent du pouvoir. On se sent très puissant sur un outil qui est lourd, qui a beaucoup de puissance ou qui va vite, mais en fait, il faut vraiment qu'on avance ensemble. Là, on n'a plus le temps de chercher à se dominer, à faire la compétition. On est juste obligé de coopérer. Lâcher ses privilèges, c'est aussi reconnaître qu'on ne vit pas tous et toutes les mêmes réalités. Parce que quand on parle de genre, il ne faut pas oublier de parler de race et de classe. Toutes les femmes n'ont pas la même place ni la même voix dans le monde agricole. Voici le témoignage de Zéa, femme racisée, c'est-à-dire qu'elle subit du racisme parce qu'elle n'est pas perçue comme blanche, ouvrière agricole, avec des papiers temporaires. Son témoignage est lu ici par une autre personne, afin de préserver son anonymat. Je m'appelle Zéa. Je suis une femme étrangère d'origine mexicaine. J'ai 36 ans, j'habite en France depuis bientôt 7 ans. J'ai fait des études agricoles,
Mais je viens pas du monde paysan, donc si je voulais travailler dans des fermes, je savais qu'il fallait que je me forme, que j'apprenne la réalité du métier. Aujourd'hui, je travaille dans 2 fermes, quelques heures par semaine dans chaque, avec des contrats précaires, les fameux TESA, qui permettent aux agriculteurs d'embaucher sans s'engager sur le long terme et avec moins de charges à payer. Le fait d'être une femme racisée, étrangère, avec un fort accent, dans une campagne très blanche et bourgeoise, ça joue. Je vis le racisme partout, dans la rue, au travail, dans presque toutes les relations interpersonnelles avec des personnes peu politisées. On m'exotise, on me pose des questions sur ma culture, alors que j'ai pas forcément envie d'en parler. Et en agriculture, on me demande souvent de prouver que j'ai le droit de travailler, parce que mon visage, mon accent dénote, et qu'il y a une énorme méconnaissance administrative. Il y a aussi la violence administrative. C'est très envahissant avec les personnes étrangères. Il faut toujours apporter des preuves que tu bosses, que tu vis comme il faut. Quand tu dois renouveler ton titre de séjour ou si tu veux demander la naturalisation, il faut prouver que tu as cette vie comme il faut en continu. En ce moment, je suis justement en train de monter mon dossier de naturalisation. Donc en plus du boulot qui est déjà intense, faut prouver que tu es bien intégré, que tu maîtrises la langue, que tu as une adresse fixe, un compte bancaire, que tu fais ta déclaration d'impôt. Dans le secteur agricole, comme dans beaucoup d'autres, il y a une division très genrée du travail. Je dirais que c'est historique, voire préhistorique. C'est bien imprégné dans nos modèles agricoles, dans nos imaginaires. Un bon exemple, c'est l'ergonomie en agriculture. Plutôt que réfléchir à construire des outils adaptés à tous les corps et gabarits, à travailler davantage en collectif pour pas trop tirer sur nos corps, là c'est toujours plus fort, plus gros, plus vite, plus. La base idéologique de l'agriculture mécanisée, celle des pays industrialisés depuis ses origines, quoi. Alors quand on n'appartient pas à la bonne catégorie, mec cis, viril, blanc ou pas d'ailleurs, il est toujours plus simple, plus rapide en tout cas de nous mettre sur des tâches féminisées, plutôt que remettre en question les modèles, parce que c'est pas la priorité. La priorité, c'est faire le boulot de la journée et pas de poser des questions un peu trop intellectualisées ou gênantes. L'agriculture mécanisée, c'est viriliste. Et quand t'es pas perçu comme viril, tu te retrouves à faire des tâches féminisées, en général moins valorisées, qu'elles soient intellectuelles ou physiques. J'ai plusieurs exemples, mais la constante, c'est que tu dois toujours faire tes preuves auprès de mecs qui valident ou pas ton travail. Ils peuvent même arrêter de faire ce qui les occupe pour te regarder faire avec le tracteur ou la machine thermique, la griffe à foin. Ça fout une pression dingue et forcément tu fais des erreurs juste parce que tu te sens observé, jugé. J'ai déjà perdu un poste parce que je suis pas un gaillard, comme on dit. L'agriculteur, plutôt à vrai dire l'entrepreneur agricole, m'a dit qu'il avait besoin de grands bras, d'un costaud. C'est un stagiaire de 16 ans, évidemment sous-payé, qui m'a remplacé. C'était assez révoltant. Quand je remarque des situations d'oppression et que j'ai quelque chose à dire, je dois faire gaffe à comment je l'ai dit. Mon point de vue est situé au croisement entre sexisme et racisme et classe, patronat, salariat. Tout ça est politique. J'en ai conscience, mais les personnes en face, pas toujours. Si je me mets trop en colère, je peux être perçue comme une femme hystérique, comme une sauvage, pas intégrée, ou les deux à la fois. Je peux perdre mon travail, ce qui peut me mettre en difficulté financière, et mettre en péril ma situation administrative. Alors je fais l'effort de parler posément, d'adapter mon discours pour être entendue. Mais souvent, le plus souvent, en fait, je dis rien. Le plus souvent, je prends sur moi. Pour moi, c'est important de parler d'intersectionnalité, de visibiliser les oppressions qui s'ajoutent entre elles, se croisent, s'acharnent. Derrière le mot femme, il y a plein de réalités différentes. Je pense que les femmes blanches, salariées ou exploitantes ont beaucoup d'angles morts. On peut avoir des combats communs, comme le combat contre le sexisme, par exemple. Mais parfois, c'est aussi des collègues femmes, et parfois même des féministes, qui exercent du racisme sans s'en rendre compte, sur moi, sur d'autres. Dans les campagnes françaises, je croise très peu d'autres femmes étrangères en agriculture. Je suis persuadée qu'il faut décoloniser nos imaginaires partout. Pour moi, c'est ça le colonialisme. C'est la domination. Dominer les femmes, la nature, les animaux, les plantes. Sans chercher à créer un lien d'harmonie, de respect, compréhension, de dialogue ou d'amour avec l'autrui. J'ai aussi un projet agricole. Je voudrais m'installer en tant que paysanne, mais c'est vraiment le parcours de la combattante, surtout pour les personnes avec mes catégories sociales cumulées. À la chambre d'agriculture, j'ai demandé s'ils avaient déjà vu une femme racisée.
non issus du monde agricole, hors cadre familial, qui voulaient s'installer et ils m'ont dit non, mais je lâche pas l'affaire, on verra bien. Je m'appelle Myriam, je suis paysanne boulangère à côté de Grenoble. Moi, je fais partie d'un collectif de femmes paysannes et salariées porteuses de projets agricoles. Donc, c'est un collectif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu agricole. L'année dernière a eu lieu des rencontres paysannes féministes en Isère. L'objectif de ces rencontres, c'était surtout de s'auto-former entre nous sur des parties du métier qui sont genrées. Et l'objectif, c'était aussi qu'il y ait un espace d'écoute ou de témoignage sur les violences. Et ça n'a pas eu lieu pendant les rencontres, ou très peu. Donc à l'issue des rencontres, on a eu envie de se retrouver pour justement échanger sur les violences qu'on vit au quotidien dans ce métier-là. Il y avait cette envie-là à la fois de témoigner entre nous et d'avoir un espace pour dire en fait ce qu'on vit et être soutenu par toutes les autres qui vivent potentiellement la même chose. Ça nous a permis d'agrandir notre groupe à une 20aine de personnes. Et donc à l'issue de cette formation d'autodéfense, déjà il y a beaucoup de témoignages d'entre nous qui sont sortis et on s'est rendu compte que ça nous faisait du bien en fait de savoir ce que les autres vivaient et surtout d'avoir cet espace-là pour exprimer les violences du quotidien et puis s'en défaire en fait. Il y a plein d'autres thématiques qu'on a envie d'aborder et on a envie de les aborder soit entre nous, parce qu'on se le sent, soit avec des intervenantes qui vont nous aider à mieux nous former nous-mêmes et notamment comment accompagner des personnes victimes de violences dans les structures juridiques surtout et dans l'accompagnement, l'écoute active et tout ça. Faire ça, c'est super empouvoirant pour nous, déjà parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas toute seule dans notre ferme à vivre tout ça. Et puis, en fait, ça nous fait aussi un maillage, mine de rien, d'entraide. On connaît d'autres femmes paysannes dans le département, donc si on a une galère de tel ou tel chantier qu'on est en train de faire, et ben on peut aussi faire appel à elle plutôt que faire appel à nos collègues mecs qui nous rendraient pas forcément service. Faire ensemble et comme ça, on est plus forte en fait à plusieurs, quoi. Et on a vraiment pour vocation, mais ça c'est peut-être une utopie, que des milliers de groupes de femmes comme ça se réunissent en France et partout dans le monde où il y a du sexisme. Les femmes, elles ont un gros rôle à jouer, mais il faut qu'on leur laisse la place de ce rôle-là, et il faut qu'elles prennent la place aussi. On a tous quelque chose d'important à faire pour la suite. Puis comme je suis maintenant référente sur le genre en milieu agricole, je me suis déplacée pas mal en France et j'ai rencontré beaucoup de femmes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des endroits où ça marche, que ce soit en collectif ou en GAEC entre époux. J'ai une amie, en fait, ils ont posé ça comme clé, quoi. Tout ce qui est travail domestique est comptabilisé dans le travail du GAEC, puisque en fait, tout est mêlé. Et donc ça, j'ai trouvé ça fort intéressant, quoi. Et puis après, dans les collectifs, je me rends compte que oui, c'est quelque chose qui est vraiment posé comme ça, où il y a des réunions en début de semaine ou des temps collectifs pour expliquer comment on se sent. Pour les femmes, par rapport au cycle hormonal, je sais que maintenant, il y a des gens qui font attention à ça. Et je me dis, mais waouh, mais c'est super. Pour moi, c'est une clé du possible du monde agricole en France notamment, mais pas que. Et ben cette clé-là de faire attention au bien-être des animaux, des plantes qu'on cultive ou qu'on élève, mais de prendre aussi soin des gens qui sont autour, quoi. Les femmes, elles ont un énorme rôle là-dessus parce que elles ont des sensibilités, sûrement de par les injonctions sociales aussi, mais elles ont une énorme sensibilité avec ce care notamment. Et ça, faut le partager. Il ne faut pas le garder seulement entre femmes. Il faut le faire ressortir, il faut le visibiliser, il faut le conscientiser, mais ensuite, il faut qu'on le partage tous ensemble. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Pour que les femmes elles aient envie de s'installer, il faut se laisser entendre qu'on peut le faire. Et il faut montrer des modèles qui fonctionnent réellement. Et il y en a plein, il y en a énormément. En fait, on n'est pas plus bête que qui que ce soit, hein. On a aussi d'autres réflexions sur comment se servir d'outillage qu'on peut fabriquer soi-même en plus pour que la vie soit plus facile au quotidien. Et c'est intéressant d'avoir ces moments en non-mixité pour se rappeler qu'on peut le faire. Et c'est important après d'arriver à visibiliser ce qu'on a fait pour que tout le monde en profite.
Et donc du coup, il faut refuser, il faut accepter de dire ce qu'on pense. Je suis à un âge maintenant où j'ai envie de dire ça c'est du sexisme, ça c'est du racisme, ça on le fait pas, c'est nul, ça ne permet pas d'aller plus loin. Et c'est là qu'il va y avoir une large différence. C'est quand on acceptera que toutes les minorités peuvent faire autant que les autres. Quoi. Ni la terre, ni les femmes ne sont des espaces de conquête. Pascal, Sophie, Roxane.